Bonsoir à tous. Bienvenue à ce dernier lundi de la mer de l'année. Donc ce soir, on reçoit Alain Leusanne, qui est donc président du collectif Pêche et Développement, qui a regroupé des auteurs pour contribuer à une réflexion sur l'avenir de la pêche et des pêcheurs bretons, accompagné de l'association des géographes de Bretagne, représentée ce soir par Yves Le Bailly. Donc ils ont publié cet ouvrage que vous avez peut-être déjà vu, Pêcheurs bretons en quête d'avenir. Donc on va les écouter ce soir, nous rendre compte de leurs réflexions, et puis ils seront bien sûr à votre disposition à l'issue de leur intervention pour échanger et pour répondre à vos questions. Bonne conférence et à tout à l'heure. Bon. Bien, bonsoir monsieur, dames, et merci d'être venus. Donc cet ouvrage, effectivement, il y a un an pile, on le mettait en route brutalement, car cette petite collection qui est publiée par Scrollvrez, qui est en fait un ouvrage destiné à du grand public, qui a pour but essentiellement de faire passer des idées un petit peu, je dirais, de recherche dans le discours plus général au service de la population. Et il y a un an, donc, alors que je venais de terminer un ouvrage sur réunification de la Bretagne, et notamment la question métropolitaine, l'éditeur me demande de faire un ouvrage sur s'interrogeant sur l'avenir de l'agriculture en Bretagne. Je dois dire que cette question qui faisait suite aux révoltes de Bonnet Rouge n'était pas évidente et n'est toujours pas évidente, parce que des gens qui travaillent aujourd'hui spécifiquement sur l'agriculture bretonne et qui ne soient pas uniquement des professionnels, c'est rare. Et donc on est encore aujourd'hui en train de tourner autour du problème de constituer une équipe qui aurait un regard neutre sur les enjeux et l'avenir de l'agriculture de la région. Par contre, dans le même temps, je proposais une alternative et je disais que la question de la pêche et les questions littorales étaient tout aussi importantes. Et donc l'éditeur a sauté sur l'occasion. Et en l'espace de 2 mois, Alain a constitué une équipe, on a rédigé les articles. Cet ouvrage aurait dû être prêt dès le mois de mars, mais on est tributaire d'une mise en page assez complexe dans ce type de publication, qui fait que pratiquement 6 mois ont été nécessaires avant que le travail ne soit fait. Donc il n'a pu être présenté qu'au mi-octobre. Donc question littorale et question pêche importante, parce que la pêche est une activité primaire qui est emblématique de la région, qui pèse lourd économiquement encore, et qui, elle aussi, va mal dans un contexte où aujourd'hui les activités primaires sont complètement, négligées par les responsables politiques. Et c'était une façon un petit peu d'alerter sur ces enjeux. Alors, il y a 2 volets dans ce travail. Il y a un travail véritablement tourné vers les questions halieutiques. Et puis, il y a, si vous avez déjà parcouru un peu cet ouvrage, une réflexion plus large sur la relation de la région à ses activités marines et à ses activités principalement de pêche, de conchiliculture, éventuellement d'aquaculture. Et c'est quelque chose qui est important dans un contexte de crise actuelle de la région et qui était le produit d'une dynamique qui, dans les années 90-2000, a été intéressante. C'était celle de la montée en puissance du concept de gestion intégrée, avec notamment donc la région Bretagne qui, en tête de file, avait défini ce projet de gestion concertée du littoral en Bretagne, avalisé aux alentours de 2006-2007. Mais la crise est passée par là, et la crise a fait oublier, je dirais d'une certaine manière, tous ces bons engagements. Depuis 2008, on a l'impression de vivre une absence de politique de gestion des mers. Et depuis 2012, encore plus précisément au niveau de la région. Moi, c'est comme ça que je vois les choses en tant que personne qui a travaillé toutes ces années 90-2000 sur les questions littorales. Et puis, abandon un peu de cette politique là au niveau régional et puis aussi au niveau national. Alors que les questions ne cessent d'être croissantes. Et pour ma part, en tant que géographe travaillant sur ces questions littorales, je m'interroge beaucoup justement sur la suite, parce que un certain nombre de décisions avaient été faites sur les aires marines protégées, sur les zones Natura 2000, etc. Mais tout ça, même si ça se met en place, ce n'est plus évoqué au niveau du grand public,
et pose donc la question de la relation que doivent avoir nos sociétés avec la mer, avec leur littoral, et au sein de ces questions-là, le rapport que nous devons avoir avec les activités primaires, qu'elles soient agricoles, bordières, enfin de littoral bordière, ou qu'elles soient marines, plus spécifiquement marines. Et ça pose la question qui est aussi un grand manque très clair depuis 2002, c'est l'abandon de toute politique d'aménagement du territoire, tant en France qu'en Europe. Cette question-là, en tant que géographe, moi je la vis très mal, parce qu'on a beaucoup travaillé à des niveaux européens dans les années 90, justement pour avoir des projets de territoire, notamment sur la façade atlantique, et on a l'impression que tout ça aujourd'hui est balayé, la crise ayant imposé l'unique discours de l'économie marchande, ultralibérale, et donc au nom de cet ordre ultralibéral, eh bien tous les bons engagements précédents sont un peu oubliés. Surtout, on s'est placé dans une logique de court terme, mais plus du tout de prospective à moyen, ou ne serait-ce qu'à moyen terme, c'est-à-dire aux alentours de 15, 20, 30 ans en termes de prospective. Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce qu'on a l'impression que nos territoires vont à volo, et c'est la loi du plus fort qui se met en place. Donc, les activités primaires sont quantité négligeable. Aujourd'hui, nos édiles politiques ne rêvent plus que d'activités tertiaires, quaternaires, de nouvelles technologies, et délaissent d'une certaine manière tout ce qui relève de ces activités bassement élémentaires liées à la terre ou à la mer. Donc, il semble qu'il est grand temps de tirer la sonnette d'alarme, de reposer des questions sur la nécessité d'un aménagement du territoire en France et en Bretagne, qu'il y a aussi peut-être nécessité à réexplorer ces activités primaires, parce qu'elles sont fondamentales dans la survie des territoires. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors ça suppose de reposer une question de vision stratégique, et comme la mer est aujourd'hui un enjeu essentiel de l'avenir des économies de la planète, que c'est le dernier Far West où on assiste à des préemptions du bien commun, du dernier bien commun de l'humanité, eh bien, il y a peut-être à remettre des cadres dans tout cela et de refonder notamment une relation et une réflexion stratégique sur la relation terre-mer et dans un sens bien précis, non pas de l'appropriation par les forces terrestres de l'espace maritime et océanique, mais bien l'inverse, de reposer les fondamentaux d'équilibre des mers pour redéfinir notre organisation à terre et nos fonctions à terre. Et ça, c'est un changement de représentation qui est tellement énorme que peu de gens sont, hormis ceux qui vivent en relation avec la mer, peu de gens sont en mesure de porter ce discours. Donc, c'est un moment important, et Alain travaillant principalement sur les questions, avec ses collègues, sur les questions de l'avenir de l'activité pêche, eh bien, il était important de reposer cette question de l'appropriation de l'espace maritime, des dérives auxquelles nous assistons en la matière, et donc de peut-être tirer une sorte de sonnette d'alarme. Alors, rapidement, pourquoi les activités primaires, et principalement donc celles de pêche, sont importantes? Eh bien, je crois que tout d'abord, en Bretagne, il y a bien cette liaison, on y reviendra, mais une grande part de l'activité halieutique française se déroule sur notre territoire, à peu près un tiers des actifs qui travaillent en France dans ce secteur, un tiers des chiffres d'affaires aussi produits par cette activité pêche, conchyliculture, aquaculture et autres métiers annexes. Et surtout, eh bien, à une période de crise, ces activités redeviennent fondamentales. Car on voit bien que, je reviendrai en conclusion, le modèle métropolitain qui aujourd'hui s'impose à nous oublie les réalités du milieu, qui peuvent être des réalités économiques, mais aussi des réalités environnementales. Et la première des choses peut-être qui est importante, c'est que, eh bien, dans une économie élémentaire, les ressources naturelles, celles issues du milieu, constituent le fondement même de toute base économique. Or, aujourd'hui, on assiste à une disparition de l'agriculture, comme on a assisté à un effondrement des effectifs de marins-pêcheurs au cours des 2 dernières décennies particulièrement. 2-3 dernières décennies. Or, pourtant, ces activités-là sont fondamentales. Elles sont fondamentales en termes d'activité, d'emploi. Et pour faire un parallèle avec l'activité agricole, lors d'une conférence sur l'organisation des réseaux urbains en Bretagne il y a 3 ans à Rennes,
J'ai beaucoup aimé, moi, la réaction du maire et président d'agglomération de Lamballe, qui, se tournant vers les hommes politiques rennais, nantais, etc., leur disait, mais nous, dans notre pays de Lamballe, du Penthièvre, on a plus d'emplois en activité primaire et secondaire que ce que vous avez, vous, dans vos métropoles. Et on oublie cela, hein, à un moment où l'emploi est rare. Donc, il y a des potentialités du milieu qui méritent d'être mises en valeur, et parce qu'elles sont source de richesse économique. Parce qu'elles créent ces emplois, et des emplois qui sont pérennes, si on le veut, à condition de bien cadrer ces filières. Mais surtout aussi, eh bien, ces gens sont en prise directe avec les milieux vivants, et donc sont des observateurs d'évolution de ces milieux vivants. Je ne veux pas dire que les pêcheurs, par exemple, pour vous apprendre ça, sont ceux qui sont les premiers à mesurer les déséquilibres de la mer, et ça, ils le constatent quotidiennement. Alors peut-être leurs professions ont pu, à certains moments, piller ces richesses, mais aujourd'hui, je crois que dans la plupart des activités primaires, aussi bien agricoles qu'halieutiques, ça n'est pas le cas, par contre, dans les activités minières, encore, d'extraction minière, bien, on n'est plus dans des logiques strictement prédatrices. Ce temps-là est révolu, et au contraire, je dirais même que les prises de conscience environnementales font que, au sein de nos sociétés, hormis les écolos urbains, c'est peut-être les franges de population où la réflexion écologique est la plus avancée. Mais le discours est souvent inverse. Et puis, il y a un point aussi qui me tient à cœur, c'est que la présence de ces populations sur ces territoires sont source non seulement de richesse économique, mais aussi de richesse culturelle, sociale. C'est la mixité générationnelle, c'est la mixité sociale qui est sous-jacente, et en même temps, ce sont des lieux de production d'une culture particulière, celles qui produisent l'originalité de nos territoires. Et abandonner tout cela, c'est dramatique, c'est, je dirais, l'effondrement même de certaines cultures en de nombreux territoires, et notamment les territoires littoraux. Alors, c'est toutes ces raisons qui font qu'aujourd'hui, eh bien, la question de maintien de la pêche et des activités conchylicoles, c'est un véritable enjeu. C'est encore quelque chose de lourd, vous connaissez ces chiffres, j'y reviendrai pas, hein. C'est pas la peine de les détailler, on y perdrait du temps, mais c'est encore un secteur économique fort, et surtout, en certains lieux, un secteur économique qui fait vivre la quasi-totalité de certains territoires. Pratiquement, la moitié des emplois directs, indirects et induits des territoires de Cornouailles dépendent du secteur de la pêche. De la même manière, sur le Pays d'Auray, l'activité conchylicole, c'est un tiers des emplois directs, indirects et induits. Alors on l'oublie, parce qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant sur ces territoires, enfin c'est ce qu'on vante, c'est le tourisme, c'est l'activité de villégiature. Ben non. Donc tout un tissu économique, tout un tissu social dépend de ces activités, et il faut en être bien conscient et ne pas le jeter à un moment où l'emploi est rare. Alors la deuxième chose que je voudrais dire, bien, c'est que cette question halieutique, elle est importante parce que, comme je le disais, elle est révélatrice des équilibres du milieu. Ces activités n'existent fondamentalement que dans la mesure où le milieu est en équilibre. Et vous connaissez particulièrement bien la Bretagne, je suppose, et la mer, pour savoir quelle est l'interrelation qu'il y a entre les eaux continentales et les eaux marines. Un excellent triptyque de film est sorti il y a 2 mois, sur cette question de la mer à l'estuaire, faite par des réalisateurs d'Auray, et qui sont financés par la région. Mais cette interrelation mer-terre, ou terre-mer selon les cas, est fondamentale et est à préserver. Et ce que je voudrais dire, bien ça apparaît sur cette carte que vous avez ici, là, c'est que la Bretagne est un territoire qui n'est pas comme les autres tout à fait. Et ça, c'est aussi une dimension qui est en train de se perdre, enfin d'être oubliée, qu'on va mieux voir, par exemple, sur ces cartes d'Ifremer, ces imageries satellitaires d'Ifremer sur les booms planctoniques, mais qu'on voit très bien à travers ces cartes de réseau hydrographique de la Bretagne, et ici, par exemple, sur cet exemple autour du golfe du Morbihan, tous les bassins alimentant le golfe du Morbihan. Bien, on a un écheveau de petits fleuves côtiers d'une extrême densité. Et il est d'une extrême densité, là, parce que
c'est toute l'histoire géologique de ce massif armoricain qui est sous-jacente. C'est un massif érodé, c'est un massif qui n'a pratiquement pas de rétention des eaux pluviales. 80% des eaux qui tombent retournent à la mer aujourd'hui en moins de 3 jours, même sur le plus long bassin versant qui innerve ce territoire, hein, le bassin du Meux. Entre le Haut-Meux et l'estuaire de la Vilaine, c'est une goutte d'eau, mais 3 jours aujourd'hui. Il y a 50 ans, elle mettait 8 jours. Mais l'arasement des talus, les calibrages, etc. font qu'on a eu une accélération de ce processus. Et donc, on a un lessivage très très rapide des sols. Et ce lessivage très rapide des sols, s'il pose de réels problèmes en matière aquifère pour alimenter en eau les hommes, par contre, est un élément qui apporte énormément de nutriments dans les mers bordières et de sels minéraux. La silice, le phosphate, les nitrates. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans des ordres déséquilibrés pour certains. L'autre chose importante, et ça montre bien aussi ces 2 images satellites qui émanent d'Ifremer, qui sont par moi que j'ai récupérées dans les dossiers du CESR, je les trouve formidables. Ces booms planctoniques, en fait, traduisent bien sûr une dérégulation dans l'apport des nitrates, mais en même temps traduisent les panaches d'eau continentale sur la mer bordière et sur le plateau continental. Et on le voit très bien, là, sur ces 2 exemples. Ce petit exemple ici est intéressant parce qu'il montre bien toute la richesse des eaux de ces petits fleuves côtiers du massif armoricain, ce que l'on n'a pas sur les autres parties du littoral français. Et ça, c'est intéressant. Ça montre bien que là, il y a un bassin hydrographique qui se jette en mer, enfin, une multitude de bassins, de petits fleuves, qui est une source d'approvisionnement en sels minéraux d'une extrême richesse sur la façade atlantique de la France, et de l'Europe même, et on la retrouve aussi avec les panaches de Loire et de Vilaine, à travers ce boom planctonique, qui en fait innerve une grande partie du plateau continental au large de nos côtes. Donc on a là une coïncidence de facteurs, ces multitudes de fleuves côtiers, ce massif ancien sans rétention, c'est cette immensité du plateau continental qui font que les eaux sont éclairées, ont de la lumière, sont oxygénées, et en même temps, ce qui n'apparaît pas ici sur mes documents, les dérives des grands mécanismes du Gulf Stream. Donc on a là un brassage d'eau qui, aussi bien des profondeurs que du continent, amène une excessive richesse donc des sels minéraux. Et on peut dire que, à l'échelle de la planète, des conditions équivalentes, les gens d'Ifremer peut-être me contesteront, mais enfin, ça fait partie des grands gisements halieutiques, comme il y en a très peu à l'échelle de la planète. Et c'est ça qui aujourd'hui est perturbé par nos activités humaines. Alors, cet ensemble-là, je reviens dessus, est subi de multiples pollutions, des pollutions liées à l'agriculture et à l'élevage, liées aux activités industrielles, liées à nos activités touristiques et balnéaires qui sont sur le trait de côte lui-même, mais tient aussi au fait de ces grandes agglomérations qui prolifèrent depuis quelque temps sur nos côtes. Et je vais revenir sur cette question parce que pour moi, en tant que géographe, elle est fondamentale. Et donc, du coup, il y a apport par ces fleuves côtiers, bien sûr, des nutriments, mais aussi de tous les éléments dérégulés que produisent nos sociétés. Et là, tout récemment, je tombais sur un rapport d'Ifremer, mais repris par Créocéan, puisque on travaille actuellement sur des prélèvements des gisements de sable au large de l'île Dieu. Eh bien, les études montrent que sur la qualité des eaux marines aujourd'hui, je vais vous lire les chapitres, mais les teneurs en contaminants mesurées depuis 1979 sont inférieures à la réglementation européenne relative aux denrées alimentaires. Bon, c'est très bien. Les concentrations de certains paramètres ont diminué. C'est le cas du plomb, du DDT, du lindane. C'est particulièrement le cas du mercure, du cuivre, du zinc, qui entre 1979 et 2007 n'ont pas varié en teneur dans les eaux bordières. Mais par contre, le cadmium et certains polychlorobiphéniles, eux, sont le double de ce que la norme européenne exige. Et ce qui est intéressant à travers donc ces panaches de boom planctonique, de turbidité, c'est que
ces eaux continentales qui amènent les sels minéraux, facteurs de vie, portent aujourd'hui de la même manière les éléments perturbateurs de ces équilibres environnementaux. Donc on a là une distorsion qui est problématique pour l'avenir des gisements halieutiques de ce secteur. Alors, que mettre en cause derrière cela? Eh bien, très vite, je passe là-dessus, pour moi une question qui est depuis longtemps posée et que les responsables politiques ne veulent pas entendre, c'est la question de la concentration des hommes sur nos littoraux et des formes de cette concentration. Je vais aller assez vite, je ne vais pas m'éterniser trop, mais en absence de politique d'aménagement du territoire aujourd'hui sur l'Europe et sur la France, eh bien, excusez-moi, eh bien, oui, je m'éloigne du micro, eh bien, on a laissé faire un certain nombre de choses. Et au cours des 30 dernières années, plus précisément, on peut dire que le phénomène s'enclenche à partir de 1989. On a une prolifération de l'habitat littoral. Vous en avez un parfait exemple ici, par exemple, sur le mitage autour de la Ria d'Etel, et la densification, l'urbanisation, qui s'y dissémine, tous les points rouges, mais aussi dans le même temps, sur nos bassins de fleuves côtiers, donc très rapidement en contact avec la mer, au cours des 15-20 dernières années, on a assisté à un phénomène de polarisation urbain, ce qu'on appelle aujourd'hui la métropolisation, et on est là sur des ensembles qui sont de l'ordre de 450 000 habitants et 6 à 700 000 autour de Nantes, et qui, en l'espace d'une vingtaine d'années, se sont terriblement dilatés, puisque là vous avez des images, si j'ai bonne mémoire, de 1962, 1999 sur la deuxième, et là, 2006, sur la dilatation des aires urbaines. Et on arrive maintenant à une mise en coalescence de ces espaces urbains. Alors, dans la région, l'axe Saint-Malo, Rennes-Nantes est perçu comme maintenant une sorte d'immense conurbation. Les problèmes est diagnostiqué, mais ça n'empêche pas ces agglomérations métropolitaines de continuer à vouloir se dilater. Et pour avoir participé aux assises, aux universités d'été de l'espace atlantique, il y a une douzaine d'années, certains des élus de ces espaces rêvaient de faire de Saint-Malo à La Rochelle une Californie continue, une urbanisation continue sur 700 km, 500-600 km en tout cas, et le processus est en cours. Il est déjà bien amorcé. Cette question de l'urbanisation-là est problématique, parce que ces concentrations de population, ça veut dire fournir de l'eau aux populations, et ça veut dire des rejets. Aujourd'hui, fournir de l'eau à ces populations, une des sources majoritaires d'approvisionnement, c'est Arzal, c'est la Basse-Vilaine. Un tiers maintenant de l'eau de l'agglomération nantaise est fournie par Arzal, pareil pour le secteur de Guérande. Une interconnexion est en train de s'établir pour Rennes, puisque les gisements à terre en eau douce de Rennes sont tous pollués et il faut trouver une source ailleurs. Donc, on accélère le processus en amplifiant les prélèvements sur la Basse-Vilaine, et du coup, le barrage d'Arzal, vous le savez, est l'unité qui déséquilibre le plus aujourd'hui toute la mer bordière sud de la Bretagne, parce que les quantités d'eau, les apports de nutriments n'arrivent plus régulièrement, et lorsqu'il y a des lâchages d'eau, ça crée les booms planctoniques qui automatiquement conduisent à des eutrophisations et donc la mort de certaines espèces. Donc on est là dans une politique qui est une politique à court terme, et c'est terrible parce que les écologistes rennais ou nantais nous font la morale en disant que les pêcheurs pillent la ressource, c'est pour ça qu'il n'y a plus de poissons dans la mer. Mais ils ne se rendent pas compte, eux, que lorsqu'ils prennent une douche, ils sont dans une situation qui crée le déséquilibre en mer. Donc cette déresponsabilisation, en fait, des sociétés urbaines est un mal qui est terrible et qui, aujourd'hui, est un mal qui met à mal, justement, le maintien des activités primaires sur le littoral. Ce que ne voient pas non plus nos responsables politiques, ou tout au moins ils le voient très mal, ils le voient sous le mauvais angle, c'est que une immense conurbation aussi s'est constituée en l'espace de 30 ans sur toute la côte sud de la Bretagne,
de Quimper à la Vilaine. Et là, on a pratiquement 1 million d'habitants. Tout récemment, à Lorient, au mois d'octobre, les responsables politiques de ces grandes villes, enfin de ces villes moyennes, ont convoqué une réunion pour avoir un statut métropolitain, parce que ils veulent tous avoir le statut métropolitain pour des raisons d'image, de pouvoir et d'argent, mais ils ne se rendent pas compte que la continuité de cette urbanisation est un élément qui directement impacte la mer Bordière. Parce que là, il n'y a même plus le tampon des sols pour purifier l'eau. Les eaux vont directement à la mer. Et ce ne sont pas les efforts qui ont été faits ces dernières années en termes de traitement des eaux usées qui répondent à l'équilibre des eaux bordières. On en a un très bel exemple, enfin de très beaux exemples dans le golfe du Morbihan et surtout en baie de Quiberon, car en dépit de tous les investissements qui ont pu être faits sur les stations d'épuration, la baie de Quiberon reste un territoire pollué, le golfe du Morbihan aussi, et si bien que ça a poussé la section conchylicole de Bretagne Sud à pousser, si j'ose dire, un coup de gueule au cours de l'été dernier et à attaquer le préfet. Donc, c'est pas rien. La baie de Quiberon, c'est, comme je vous le disais, c'est 2500 emplois directs et indirects, rien lié à la conchyliculture. Et si j'écoute Monsieur Genot, l'ancien président de la section conchylicole, je dis bien que à 60%, les eaux sont en état de déséquilibre, créant ou facilitant en tout cas la mortalité des espèces qu'ils essayent d'élever. Donc on est là face à une grosse question qui pose une question de gouvernance et qui aujourd'hui, qui à terme, risque de ne pas s'arrêter, car les flux de population qui arrivent sur la région ne font qu'amplifier cette urbanisation, cette concentration des hommes. Et là, on est dans un triangle aujourd'hui qui est un véritable triangle des Bermudes, là, entre Saint-Malo, Lorient et la Vendée, La Roche-sur-Yon, La Rochelle, ou les Sables-d'Olonne, où on a des territoires qui accueillent des flux de population annuels supplémentaires d'à peu près 50 à 60 000 nouveaux habitants chaque année. Rien que le littoral sud-Morbihan, cette portion-là, Pays de Vannes, Golfe du Morbihan, Quiberon, c'est la moitié des flux qui arrivent sur la Bretagne, c'est-à-dire entre 18 000 à 20 000 habitants nouveaux tous les ans. Sans qu'il y ait d'anticipation des équipements, sans qu'il y ait tentative de canalisation de ces flux migratoires. Donc, on peut se poser la question, combien de temps le système va-t-il durer ? L'équilibre des eaux bordières était concevable tant que nous étions dans une tradition d'habitat dispersé en Bretagne, de petites villes côtières qui ne dépassaient pas les 20 000 habitants. Par contre, si on va sur ces concentrations humaines, il ne faut pas rêver, les activités halieutiques ne pourront plus se maintenir. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique pour les activités locales, c'est dramatique pour la pérennité de la ressource, parce que ces eaux bordières, sont les lieux d'éclosion et de nourricerie d'essentiel des espèces animales marines. Donc, vraie question qui pose un problème de gouvernance, et aujourd'hui donc de responsabilité, comme je le disais, et ça pose la question des entités aujourd'hui politiques en charge de cette cogestion terre-mer. J'arrête là. Maintenant, je vais passer la question à Alain, qui, lui, va aborder davantage la question sous l'angle, uniquement halieutique et d'appropriation des mers. Vas-y, Alain. Donc, Yves a bien introduit un aspect qui est cet aspect, effectivement, de la gestion du littoral, qui est évidemment central pour l'avenir de la pêche et encore plus de la conchyliculture. Pour ma part, je vais aborder le deuxième aspect qui est la deuxième partie du livre à laquelle j'ai particulièrement contribué, qui est donc poser un certain nombre de questions sur l'avenir de la pêche et des pêcheurs en Bretagne. Il s'agit pas pour nous de dire qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, ce qu'il faut faire, c'est d'abord aux pêcheurs de le déterminer. C'est eux qui vivent, c'est eux qui investissent, c'est eux qui prennent des risques, voilà. Mais on peut essayer peut-être de définir un certain nombre de questions. C'est une question, donc la pêche est d'abord une question de plancton, on l'a vu, et puis c'est une question d'hommes et aussi de femmes. C'est une question que je vais peut-être pas
trop aborder parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est une des grandes questions parce que si on regarde par exemple une île comme Watt, la pêche disparaît à Watt essentiellement parce que les jeunes pêcheurs qui voudraient s'y installer, les jeunes femmes ne trouvent pas de travail et donc vont sur le continent, et puis les pêcheurs, bien sûr, ceux qui veulent continuer leur activité, s'ils le peuvent, eh bien quittent l'île, et donc la pêche meurt de ce fait-là. Et donc, c'est aussi une affaire de territoire et de gestion de territoire, comme Yves l'a évoqué. Voilà, je commence par ces deux tableaux qui, à mon avis, posent bien le problème. On n'arrête pas de nous parler des questions de ressources. Il y a encore des gens qui utilisent l'expression, je viens de voir des articles tout récents disant qu'en 2048, il n'y aurait plus un poisson dans la mer. Bon. Il y a des problèmes de ressources, c'est clair. Mais est-ce que ce sont les problèmes principaux? En tout cas pour nous. Je vous montre ces deux tableaux. Le premier, c'est une espèce de pyramide des âges. Vous la prolongez de 10 ans. C'est aujourd'hui un tableau sur lequel apparaissent 6000 pêcheurs. C'est la Bretagne, 5 départements, grosso modo. Hein. Vous la prolongez de 10 ans, il en reste moins de 3000. Voilà, c'est la réalité, elle est inscrite dans la démographie des pêcheurs. Le grand problème, c'est ça. Est-ce qu'on aura des pêcheurs pour pêcher les poissons qui existent? Vous mettez à côté ce tableau sur la situation des stocks en mer Celtique. C'est tout frais, hein? Bien, vous voyez que en moins de, je sais pas, entre 2008 et 2012, c'est-à-dire en 4-5 ans, les stocks ont doublé. La biomasse a doublé. Et vous regardez l'effort de pêche, il est diminué par 2, et il est arrivé aujourd'hui au niveau considéré comme étant le niveau acceptable pour être au rendement maximum durable. Donc sur la mer Celtique, alors il y a encore des problèmes sur la mer Celtique parce qu'il y a des problèmes sur la morue, il y a des problèmes sur le bar, mais globalement, l'état des stocks en mer Celtique est aujourd'hui un bon état. Donc il n'y a pas de vrai problème à ce niveau. Alors il y a un problème ensuite qui est le problème justement de qui va pêcher ces ressources qui aujourd'hui sont en bon état. On commence à avoir des situations où on n'a pas suffisamment de bateaux pour aller pêcher les quotas distribués. On est proche de cette situation-là. Et quand on voit l'évolution prévisible du nombre de bateaux, en particulier sur le pays bigoudin, en pêche hauturière, on se demande qui ira. On sait qu'il y aura. De toute façon, des gens iront les chercher. Mais ce ne seront sans doute plus des Bretons. C'est vrai que la pêche bretonne a connu un essor extraordinaire dans les années 60-70. Voilà une carte assez saisissante qui se trouve dans le livre, hein, sur les zones qui étaient fréquentées par les pêcheurs bretons dans les années 70, une carte établie en 76. C'est étonnant, hein, de l'Atlantique Nord à l'Atlantique Sud, ils étaient partout, hein, pour chercher le thon, la langouste, la morue, etc. Et donc on était effectivement dans une logique qu'on peut appeler une logique minière. Hein. Les bateaux raclaient un coin puis allaient plus loin. C'était comme ça pour la langouste, c'était comme ça pour le lieu noir. Et puis c'était aussi un modèle plutôt industriel qui était dominant. Et il n'y avait pas de véritable gestion. Et puis on avait d'énormes subventions parce que c'était un système qui permettait effectivement de créer de l'emploi. Le port de Lorient était florissant, Camaret, Douarnenez, etc. Mais ce système, évidemment, s'est effondré, en particulier dans les années 90. Mais derrière ce système, qui était un système industriel, il y avait un socle de pêche artisanale qui, lui, déjà dans les années 60, réagissait dès qu'il y avait une perception, parce qu'il avait perçu les problèmes sur la ressource. Je vous ai sorti ici un livre où vous pourrez regarder ça, c'est très intéressant, par Jean Brorec, un ami qui travaille avec nous au collectif Pêche et Développement, qui était pêcheur à Gave, un des leaders des pêcheurs l'orienté dans les années 60, et des pêcheurs artisans, qui a été à l'origine en particulier de la création du GPAL,
du groupement des pêcheurs artisans lorientais. Donc il raconte toute cette histoire des années 60, la création aussi d'un cantonnement pour la langoustine, etc. Donc dans les années 60, il y avait une réflexion intense des pêcheurs, c'était la même chose à Watt, ça débouchait sur... Il y avait une réflexion dans le secteur de la pêche artisanale sur comment gérer. Et ceux qui disent que les pêcheurs sont incapables de gérer, ils ne connaissent pas cette réalité-là. Donc c'est véritablement saisissant. Alors évidemment, il y a eu toutes sortes d'initiatives, des initiatives qui ont réussi, d'autres qui ont raté, etc. Mais il y avait un mouvement de recherche permanente. Et puis, parmi ces initiatives de gestion, il y a des choses très peu connues, mais qui sont vraiment extraordinaires. Des exemples à citer au niveau international, si vous voulez. C'est cette histoire de la gestion de la baie de Granville. Quand vous regardez cette carte, si vous la regardez dans le détail, on ne va pas la détailler, vous voyez que pratiquement jusqu'au moindre caillou, on détermine les droits des uns et des autres. Qui a le droit de pêcher? Quand? C'est extraordinaire. Et c'est le résultat qui était produit par les comités régionaux de Normandie, les gens de Jersey, les pêcheurs de Jersey et le comité régional de Bretagne, qui se sont réunis et ont établi les principes d'une gestion territoriale de la baie de Granville. Un modèle à citer au niveau international, qui a mis en place ensuite un droit international. Donc, c'est parti des pêcheurs. C'est un exemple. On connaît bien aussi l'exemple de la coquille Saint-Jacques, mais bon, il y en a un état d'autres. À côté de ça, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90, en particulier à partir de 94-95? On a vu apparaître de nouveaux acteurs sur la scène qui ont utilisé la crise réelle des ressources et de la surexploitation de l'époque pour, je dirais, prendre le pouvoir. Le premier signe de cette prise de pouvoir, ça a été l'interdiction des filets en dérivant, suite à une campagne du Greenpeace, qui a été une bêtise innommable, qui a mis fin à une bonne partie de la pêche à l'idieu, etc., puis qui a eu ensuite, par conséquence, des retombées catastrophiques sur tous les autres stocks. Et ces gens-là, bien, aujourd'hui, ils ont le soutien de grands financeurs. Ils nous parlent toujours du méchant lobby de l'industrie de la pêche, mais qui n'a pas, je ne sais pas s'il a le 10e ou 1% des sommes dont il dispose pour faire son propre lobbying. Parce qu'il ne s'agit pas là d'associations. Ce sont de véritables lobbies qui n'ont rien de démocratique, qui sont créés de toutes pièces, financés par des gens, et puis qui utilisent aussi la médiatisation pour faire passer leur message. Et cette médiatisation, ils l'utilisent pour faire pression en particulier sur la grande distribution, de façon à établir leur contrôle ensuite sur la pêche. C'est des stratégies qui sont définies. Et le plus bel exemple, c'est tout récent, vous avez eu une conférence à Paris, Institut océanographique, où on a présenté l'accord entre WWF et Carrefour, Carrefour disant « Nous allons, d'ici 2020, réserver 50% de nos achats de poissons à du poisson labellisé MSC. » Voilà. Le MSC, Marine Stewardship Council, qui a été créé par le WWF. À l'intérieur du WWF, il y a des gens qui actuellement le contestent d'ailleurs, parce qu'ils disent que c'est pas assez strict, notamment parce qu'ils viennent d'autoriser le MSC pour la pêche de grands fonds d'empereurs en Nouvelle-Zélande. Alors, ils ne sont pas très contents parce qu'effectivement, ici, ils se battent contre la pêche des grands fonds, et puis à côté, on labellise comme étant durable la pêche d'empereurs dans l'océan Indien ou dans le Pacifique. Donc, et puis tout ça est soutenu aussi par la Commission européenne. Parce que quand vous regardez le financement de la campagne du WWF pour mettre en avant le MSC et Carrefour, c'est payé par la Commission européenne. Aujourd'hui, le WWF dispose de sommes colossales, de centaines de milliers d'euros, pour établir un plan de gestion de la mer Celtique. Voilà, on leur donne le pouvoir. Et puis, vous voyez, alors cette mystification
d'une pub de Carrefour qui fait de la pub pour le MSC, pour, vous verrez peut-être pas dans le détail, mais c'est le Colin d'Alaska. Et vous voyez l'illustration, c'est un tout petit bateau. Mais la pêcherie de Colin d'Alaska, c'est la plus grande pêcherie industrielle au monde. C'est des millions de tonnes. Et donc, on nous mystifie en nous faisant passer cette pêcherie-là pour une petite pêche, quoi. Donc, c'est en permanence de la manipulation de l'opinion. Alors, le summum est atteint par cette campagne Fish Love qui a été montée par Océan 2012 à l'occasion de la réforme de la PCP, où on utilise des grands photographes pour faire des photos qui sont peut-être superbes, mais qui illustrent bien la façon dont on écarte complètement les pêcheurs de l'accès au poisson, quoi. Hein, le poisson, il est pour les femmes. Voilà. Alors qu'à côté de ça, en fait, la pêche, même si parfois elle a des aspects durs, violents, etc., parce que c'est vrai que tuer une façon... Enfin, il y a des campagnes aujourd'hui pour dénoncer la façon dont les poissons meurent, et c'est vrai que la pêche, c'est violent. Bon, c'est comme ça. Mais la pêche, c'est pas une activité par nature non durable. Pourquoi? Parce que c'est d'abord une activité de cueillette. Et vous prenez, je dirais, le sommet de la pyramide alimentaire, mais vous laissez fonctionner, grosso modo, sauf exception, vous laissez fonctionner le mécanisme de la vie qui produit, à partir du plancton, des éléments nutritifs, etc., qui produit cette chaîne, enfin, qui produit ce poisson. Et vous capturez ce qu'il y a au-dessus. Donc, même quand vous établissez une surpêche, vous ne touchez pas au mécanisme producteur de la vie, à la base, même si vous la modifiez. Et l'exemple typique, c'est tout à fait scientifique, ce que je vous montre là, c'est ce tableau qui montre comment, finalement, la pêche, par rapport à l'agriculture, est beaucoup moins impactante en termes d'émissions de CO2, mais aussi d'utilisation. Oui. Ah, d'accord. On peut peut-être voir ça. Non, ça marche pas. Bon. Si. Voilà. Vous voyez ici, vous avez la morue. La morue qui est pêchée souvent au chalut. Bon, c'est vrai que là, on a un coût environnemental un peu plus élevé que si on va pêcher du hareng ou pêcher de l'anchois, parce que là, c'est vraiment des grandes masses qu'on pêche très facilement. Mais on est encore 3 fois en dessous de l'impact environnemental d'un élevage de poulets qui est l'élevage qui a le moins d'impact environnemental. Hein. Donc, et puis, vous voyez que là où se posent les problèmes, c'est lorsqu'on va passer à la conserve. Parce que là, vous allez utiliser, évidemment, des métaux, vous allez utiliser de l'huile, vous allez utiliser des choses qui, elles, vont avoir un impact environnemental beaucoup plus important. Et puis, vous avez aussi l'aquaculture. Alors, regardez le saumon ici. Le saumon, il est au sommet, comme pour le bœuf, ou pour le veau. Et aujourd'hui, vous connaissez le poids de l'aquaculture sur les marchés, sur la consommation. Mais la pêche fraîche elle-même est très peu impactante du point de vue environnemental. Et puis à côté, on nous balance des images comme celle-là, que le chalutage de grand fond, c'est une bombe atomique. Enfin bon, ça fait rapporter de l'argent, n'est-ce pas? À côté de ça, en fait, ce qui se passe, c'est que la fonction des océans est modifiée. Et il ne s'agit pas simplement de produire autre chose. Il s'agit de produire de l'argent. Parce que si vous écoutez aujourd'hui le message qui est donné dans les médias, on vous parle systématiquement du capital naturel. Et on vous annonce la valeur de ce capital naturel. Le WWF, par exemple, va vous dire que le capital naturel des océans vaut 24 000 milliards. Bon, pourquoi pas 25 ? Mais bon, c'est 24 000 milliards. Pourquoi il dit 24 000 milliards ? C'est pas simplement ce qu'on retire, c'est la valeur financière. À partir du moment où on parle de capital naturel, ça veut dire qu'on financiarise
ce capital-là. Et derrière, vous avez des banques. Les banques, elles sont là pour faire des activités qui sont ce qu'on appelle l'économie bleue. Hein? La croissance bleue. Ça, c'est un tableau de l'Union européenne. La croissance bleue, c'est des extraits de minerais, de sable, c'est du tourisme, de la plongée, c'est de l'éolien, c'est, je sais plus là, la biodiversité, etc. C'est tout sauf la pêche. La pêche, c'est la décroissance bleue, pas de problème. Donc, pourquoi? Parce que c'est ça aujourd'hui qui représente l'intérêt économique des océans. Si vous comparez par exemple la valeur de la pêche française débarquée, c'est à peu près un peu plus d'1 milliard d'euros. La valeur de 3 champs éoliens, c'est 10 milliards d'euros. Donc le poids économique de la pêche, c'est dérisoire en termes économiques. Et derrière, vous avez donc ces gens-là qui s'appellent, c'est TNC, The Nature Conservancy. The Nature Conservancy qui crée avec la banque Morgan, à sa tête d'ailleurs un ancien de Goldman Sachs, non, Lehman Brothers, pardon, pire, qui donc dirige ce nouvel outil qui s'appelle NatureVest. Il s'agit en fait d'attirer de l'investissement privé pour faire de l'investissement qu'on appelle à impact. Et cet investissement à impact, il vise en fait à prendre le contrôle des activités marines, aussi bien de la pêche d'ailleurs, hein, pour dégager du bénéfice pour les banques. C'est-à-dire qu'on va capter une bonne partie de la valeur produite par les pêcheurs pour, évidemment, servir les intérêts de ces banquiers qui vont investir dans la pêche, y compris le secteur artisan. Bon. C'est quelque chose qui peut paraître lointain, mais je pense que c'est pas si lointain que ça. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis et au Canada, on sait qu'il y a derrière, normalement au Canada par exemple, la pêche côtière est réservée aux patrons embarqués. Vous n'avez pas le droit. Et même en Alaska, il faut être patron embarqué pour avoir accès à des quotas. Mais derrière, en fait, ce qui se passe, c'est que comme c'est des secteurs qui aujourd'hui peuvent rapporter de l'argent, eh bien, les pêcheurs deviennent des hommes de paille. Officiellement, ils sont toujours embarqués, ils sont effectivement embarqués, mais la propriété réelle, elle est entre les mains de gens qui sont de plus en plus des gens extérieurs à la pêche. Il y a des histoires comiques d'ailleurs à raconter là-dessus, mais c'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire, à partir du moment où la pêche deviendra une activité rentable, et elle le sera lorsqu'il y aura de moins en moins de pêcheurs, eh bien, là, ça deviendra quelque chose qui correspondra à ce qu'on appelle le rendement économique maximum. Hein, parce que, en fait, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la vision qu'a la pêche de l'Union européenne, le cadre de la pêche de l'Union européenne, c'est pas le rendement maximum durable, c'est le rendement économique maximum. Face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon. Nous, ce qu'on défend, c'est l'idée d'une pêche artisanale diversifiée, autonome. Pourquoi diversifiée? Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un discours qui dit « Ah, la seule pêche artisanale, c'est la petite pêche. » C'est-à-dire, qui sort, c'est le gars qui est tout seul sur son bateau, qui pêche à la ligne ou au casier, qui sort à la journée et qui ne dépasse pas les 12 000. Bon, ça c'est très bien, c'est une très bonne pêche, il n'y a pas de problème, c'est excellent. Mais si tout le monde fait ça, d'une part, on n'ira pas loin, et puis ça veut dire aussi qu'on laissera tout le reste au secteur proprement industriel. Bon. Et puis que d'autre part, la réalité de la pêche est quand même une réalité beaucoup plus diversifiée que ça. Vous connaissez un pêcheur de Watt, qui était un ami, qui, lui, avait un petit bateau de quelques mètres, et puis il mettait une drague sur son petit bateau pour aller chercher la coquille pendant l'hiver. Hein. Bon. Est-ce qu'il devenait un industriel parce qu'il avait une drague? Parce que c'est ça le discours qu'on entend aujourd'hui. Hein. Faut pas toucher le fond, n'est-ce pas? Hein, surtout pas. C'est destructeur. Oui, ça peut être destructeur, mais c'est pas toujours destructeur. Sinon, il n'y aurait plus rien dans la mer depuis longtemps. Mais il faut aussi, si possible,
quand c'est possible. Et c'est ça la grosse difficulté aujourd'hui, défendre une pêche hauturière artisanale. Pourquoi? C'est pas parce que des armements concentrés, plus concentrés, soient mauvais. Ils peuvent très bien être bien gérés, et il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont bien gérés. Le problème, c'est le problème de la pérennité, de la durabilité. C'est-à-dire, comment on transmet ces outils? Déjà que c'est très difficile de transmettre un outil, aujourd'hui, un bateau hauturier, comme le Connemara, là, je crois qu'il est, voilà, un bateau de Guilvinec. Vous voyez, conditions sympas, hein? Bon, c'est difficile de trouver aujourd'hui des gens pour aller faire ça. Et difficile aussi pour trouver des gens pour financer des bateaux comme ça. Parce qu'il n'y a plus d'aide. Hein, et au contraire, il y a tous les barrages possibles. Donc, défendre cette activité-là, pourquoi? Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Et on voit, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est que tout ça est en train de basculer. La pêche hauturière bigoudaine est menacée de disparition. En tout cas, sous son caractère artisan. Mais même aussi sous l'aspect des armements, du type la houle ou type armement bigoudin. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe quand on cherche à transmettre des outils comme ça? Ben, vous voyez arriver les Espagnols, vous voyez arriver les Irlandais, hein, vous voyez arriver des Hollandais. Bon. Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui les capacités, les outils économiques pour assurer la reproduction de ce système-là. Donc la meilleure chance de conserver finalement ce système, c'est d'avoir des gens diversifiés qui sont embarqués sur leur bateau et qui sont liés à ce territoire. Là, vous avez un bateau espagnol. Alors, à terme, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on aura des investisseurs extérieurs qui viendront chercher de l'investissement, non pas pour essentiellement produire de la nourriture, mais produire du rendement. Et notamment si on introduit par exemple les QIT. Ce qui s'est passé au large des États-Unis, là où on a introduit les QIT, il y a eu un basculement énorme de la captation de la valeur de la pêche. On est passé de 80% qui revenait aux pêcheurs et à l'investisseur pêcheur, patron, à 20% pour les pêcheurs, 80% pour celui qui investit et qui est ce qu'on appelle le rentier. Un basculement comme ça. Et donc c'est vers là qu'on va aller. Alors sur la pêche industrielle, qui a été une grosse polémique sur l'Orient, bon, je crois que nous on s'est mouillé pour dire que la pêche des grands fonds, à partir du moment où elle était contrôlée, validée par les scientifiques d'Ifremer qui la suivaient, pas n'importe quel scientifique, mais ceux qui la suivaient réellement, c'était quelque chose qu'on pouvait poursuivre. On n'était plus dans la situation des années 90 ou des années 80 où on faisait n'importe quoi sans contrôle, etc. Et donc, on pouvait maintenir ça. Et pourquoi le maintenir? Parce que le risque, c'est que si on la supprimait, eh bien, c'est que l'activité, c'est un jeu de domino, la pêche. Hein. Vous supprimez une activité quelque part, tout ça, ça se déplace. Et donc, vous avez des effets en retour sur des secteurs qui, eux, sont des secteurs où la pêche artisanale vient en compétition avec la pêche industrielle. Quant à la pêche, à la grande pêche, elle n'est plus bretonne. Hein. Tous les thoniers sont passés entre les mains de Thaïlandais, de Hollandais. La com à pêche est aussi entre les mains des anglo-hollandais, etc. Donc il n'y a plus de véritables grandes pêches bretonnes. Il reste quelques pêcheurs qui sont les patrons, quelques types embarqués, mais il n'y a même plus, sauf pour la com à pêche, mais pour le thon, il n'y a plus de débarquement alors, en Bretagne, etc. Donc c'est plus une activité bretonne. Alors, un mot sur le Brexit, parce qu'évidemment, c'est une des grandes questions, une des inquiétudes, aussi une des raisons qui aujourd'hui va bloquer tous les investissements, parce que qui va investir aujourd'hui dans les incertitudes dans lesquelles on se trouve sur le Brexit? Je crois que la seule réponse qu'on puisse donner, c'est en fait que ce qu'il faut éviter, c'est d'éviter que ce débat ne devienne un débat politique, mais qu'il faut établir des relations de pêcheur à pêcheur, d'organisation de pêcheurs à organisation de pêcheurs. Parce que ces gens-là, ils se connaissent très bien, ils s'apprécient, ils peuvent s'affronter, ils auront des conflits, mais ils sauront trouver des solutions à leurs conflits. Comme ils ont su les trouver sur la gestion de la baie de Granville, vous avez ici Don, je ne sais plus comment il s'appelle,
qui est un pêcheur jerseyais, qui est aussi un des dirigeants du NFFO, de l'organisation des pêcheurs anglais, et qui a des relations amicales avec des tas de pêcheurs bretons. Hein. Donc, si on négocie sur cette base-là, les solutions seront trouvées. Parce qu'il faut se dire aussi une chose, c'est qu'en Angleterre, il n'y a plus de pêcheurs. Vous regardez une carte, je ne l'ai pas mis là, mais vous prenez une carte de l'Angleterre, où est-ce qu'il y a des pêcheurs? La pêche britannique, elle est en Écosse. Mer du Nord, il n'y en a plus. Il n'y a plus que des champs, des champs éoliens et puis des réserves et puis je sais pas quoi. Et il reste aussi la Cornouaille et puis un port ou deux. Voilà, c'est tout ce qui reste. Donc les pêcheurs anglais sont plus capables aujourd'hui de pêcher ce qu'ils ont dans leurs eaux. Ce qu'ils font d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont vendu aujourd'hui toute la pêche anglaise de mer du Nord et entre les mains des Hollandais. Voilà. Donc c'est comme ça que les choses doivent être négociées. Donc, en résumé, la pêche c'est d'abord une affaire de territoire, hein, territoire littoral, mais aussi territoire marin, où les pêcheurs ont des droits. Bon. Ils ont aussi des responsabilités qui vont avec ces droits, bien sûr. Et ils ont les moyens de défendre ça s'ils sont organisés, s'ils ont une organisation collective qui permet de partager cette ressource de manière la plus équitable possible, une organisation ouverte, parce qu'il faut aussi que la société comprenne ce qui se passe là, et puis il faut bien sûr l'aide des scientifiques, et une société qui les soutient. Alors ça, on pourrait discuter, hein, qu'est-ce que ça veut dire soutenir, mais regardez ici, on va passer quelques cartes là, regardez l'enjeu de la gestion aujourd'hui de la Manche. En mer du Nord, il doit rester 30% de l'espace qui n'est pas sous contrôle de quelque chose. Hein, c'est-à-dire où la pêche est à peu près libre. Donc c'est vers ça qu'on va, hein, aussi partout. Bon. Et puis, il y a des dynamiques qui sont des dynamiques extraordinaires, comme le programme Langouste. Aujourd'hui, il y a plein de petites langoustes partout. Est-ce que ça vient de la langouste elle-même, ou est-ce que ça vient des efforts que les pêcheurs ont faits? Même chose pour le homard, il y a plein de homards. Est-ce que ça vient du fait qu'ils ont fait une écloserie à Watt dans les années 70? Peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que la reconstruction, la restauration de stocks comme ça, on pêchait 2000 tonnes de langoustes, on n'en pêche plus que 10-20. Hein. Donc là, il ne s'agit pas d'atteindre le RMD, hein, et d'atteindre le RMD en 2020. Le RMD pour la langouste, si on l'atteint en 2050 ou 2060, on sera bien content. Mais ça peut représenter une activité très, très positive et intéressante. Mais on voit que les pêcheurs, c'est eux qui mettent en place ces programmes-là. Il y a une multitude de programmes de gestion des pêches actuellement. Et voilà ce qui se profile en termes de gestion. Alors vous voyez là, déjà, ça c'est déjà fait, pratiquement. Toutes ces zones-là que les Anglais sont en train de constituer, c'est ce qu'on appelle les MCZ, hein, Marine Conservation Zone. Et puis chez nous, c'est ça qui est en train de se mettre en place. Puis il y avait des zones d'interdiction là, parce que là, il y a des canyons, effectivement, avec des choses. Donc, mais, le problème, c'est que là, il y a des milliers de tonnes de lottes, quoi. Hein. Donc, tout ça, c'est aujourd'hui un débat. Les pêcheurs s'étaient engagés, ils ont été à l'origine de la création du parc marin d'Iroise. Mais aujourd'hui, sur le parc marin d'Iroise, il y a des tensions, parce que les pêcheurs, aujourd'hui, contrôlent encore la gestion des pêches, mais ils ont de plus en plus de pression de partout pour faire en sorte que cette gestion des pêches leur échappe, quoi. Voilà, une zone d'interdiction. Donc, maintenant, je vous invite à acheter le livre. C'est important parce que c'est aussi le soutien à des éditeurs qui sont aujourd'hui en très grosse difficulté. Hein, et si on veut que perdurent en Bretagne des capacités d'édition, des capacités de distribution, il faut soutenir ces éditeurs. Voilà. Et puis, surtout que le livre qu'ils ont fait, je crois que pour 12 €, quand on voit la maquette, les couleurs, c'est vraiment un petit cadeau. Hein. Donc, et puis aussi, je rappelle ceci, c'est que Collectif Pêche et Développement, il est né de la solidarité internationale et il continue dans la solidarité internationale.
que l'avenir de la pêche bretonne se construit aussi dans les échanges que les pêcheurs vont avoir entre eux, entre pêcheurs du Nord et pêcheurs du Sud. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces politiques-là que je viens de vous décrire et qui peuvent paraître lointaines, c'est des politiques qui sont élaborées au niveau international, dans des instances où les pêcheurs sont totalement absents. Donc, construire cette capacité de réaction des pêcheurs au niveau international, c'est aussi un enjeu très important, y compris pour les pêcheurs bretons, lorientais ou autres. Ça, c'était une rencontre au mois de novembre avec Bluefish et puis avec Gérald qui est là. Merci. Merci Alain et Yves. Peut-être que Yves, si vous voulez revenir à côté d'Alain pour pouvoir répondre aux questions de la salle. Donc, je vous propose de poser vos questions, mais d'attendre que le micro soit dans vos mains, s'il vous plaît. Bonsoir et merci pour ces deux exposés. C'est plutôt des questions sur auprès de monsieur le géographe que j'ai. J'ai 3 questions. Après, c'est la même chose, hein, mais vous avez parlé de croissance un petit peu débridée de ces métropoles. Ça se fait naturellement par une migration. Limiter les métropoles, ça veut dire limiter les migrations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on choisit qui? Et ça veut dire aussi un déséquilibre. Vous avez parlé tout à l'heure d'un déséquilibre parce que croissance de la population, mauvaise gestion des effluents et des pollutions. Et quel est le seuil maximum qu'on puisse tolérer avant un déséquilibre irréversible? Et de là, est-ce que, la démographie européenne, et peut-être particulièrement française, ne va pas résoudre un problème puisqu'on n'a plus de croissance de population, donc peut-être moins, alors à moins qu'on accepte tout le monde, mais ça va naturellement se résorber normalement. Bon, je vais répondre. Alors, la question de freiner les migrations, on est dans une république qui autorise la liberté de circulation des individus. Donc, il n'est pas question de remettre ça en cause. Et en général, les gens qui portent ce discours sont des gens, excusez-moi, c'est peut-être pas votre cas, mais en général, c'est le discours du politique qui ne veut pas remettre en cause des dynamiques qu'il pourrait contrôler, mais qui suppose une démarche un peu directive et une démarche un peu anticipatoire. Ça pose cette question, maintenant, une deuxième que vous avez soulevée. C'est la capacité d'un territoire à porter une population. Je n'ai pas eu le temps de le développer, mais c'est une question clé. Et aujourd'hui, on biaise, quand on est dans les services de la DDTM, par exemple, même au ministère, on parle de capacité d'accueil. Ce terme de capacité d'accueil a été élaboré dans les années 90 pour faire contrôler les flux touristiques, principalement les flux de villégiature, mais ne pose pas la question de la présence d'une population à longueur d'année sur des territoires. Et c'est le problème du développement de toute société. Autrefois, il y avait une régulation qui s'opérait automatiquement. Quand il y avait un déséquilibre entre population et capacité du milieu, ça se traduisait tôt ou tard par une crise alimentaire et donc une crise qui éliminait la population, des grandes endémies, etc. Aujourd'hui, fort heureusement, nous sommes dans des sociétés qui sont des sociétés techniciennes qui, grâce à leur technologie, ont capacité à répondre à certains déséquilibres. Et toute la question, elle est là. Où est-ce qu'on met le curseur entre nos capacités techniques à permettre, sur certains territoires qui n'en ont pas la capacité, à supporter des populations au-delà de leur propre capacité endogène. Je vais prendre l'exemple. La question de l'eau est pour moi fondamentale. Au approvisionnement en eau des populations, c'est le point de départ. Vous allez sur une île, allez à Belle-Île, revenons même sur le continent, sur la Bretagne. Nous sommes sur un des territoires qui, en France, est celui qui vend le mètre cube d'eau au tarif le plus élevé, aux alentours de 4 € le mètre cube. À Belle-Île, lorsque nous étions aux alentours de 2007-2008, pour faire face aux besoins
des populations, et notamment des populations estivales, on est allé monter des usines de désalinisation qui produisaient à pratiquement 8 € le mètre cube. Donc on peut toujours, dans une technologie aujourd'hui élaborée, repousser les limites. Mais la question est de savoir jusqu'où est-ce raisonnable. Et jusqu'où le milieu a capacité à porter cette population supplémentaire. Et c'est une vraie question. Quand on prend le territoire de la Bretagne, nous sommes aujourd'hui, sauf le Finistère, mais dans des départements où l'interconnexion est parmi la plus élaborée en France, sauf dans le cas de l'Île-de-France. Et le cas de l'Île-de-France, si on le prenait intrinsèquement en matière de fourniture de biens élémentaires, eau, énergie, c'est quelque chose qui est une aberration, qui ne peut fonctionner que dans une entité nationale. Je prends juste un parallèle en matière d'énergie, parce que j'ai eu le discours cette semaine, enfin la semaine dernière, de la part des responsables départementaux aux économies d'énergie. Il faudrait que nous devenions, non pas autosuffisants, mais autosuffisants à échelle de 20% en énergie dans un département comme le Morbihan, alors qu'actuellement nous ne sommes qu'à 2%. Je veux bien qu'on soit le plus performant possible dans notre production endogène de tous ces biens élémentaires, mais est-ce qu'on va demander à un Parisien d'installer des champs éoliens sur le champ de Mars, par exemple? Parce que l'Île-de-France ne produit que 2% de ses besoins en énergie. Je ne sais pas en matière d'approvisionnement en eau comment ça se passe, mais c'est pareil, l'approvisionnement en eau de l'agglomération francilienne, ça vient de 200-300 km sur tous les affluents de la Selle. Donc la technologie le permet, mais il y a peut-être un moment où le coût technologique devient supérieur à l'intérêt. Et ce qui est grave, c'est que ces systèmes d'interconnexion en alimentation des biens élémentaires, énergie, eau, et j'en reviendrai à l'eau usée éventuellement, eh bien, conduisent à une distance entre le consommateur, c'est-à-dire le citoyen, et la prise de responsabilité qu'il a à l'égard de son milieu. Et là, on est sur le fondement même d'une question écologique. Le fondement même, là je renvoie dans l'ouvrage, je cite, mais très brièvement, un géographe breton des années 60 qui parle de la fin de l'homme habitant, car jusqu'aux années 60, nous vivions dans des économies qui étaient des économies et des sociétés endogènes, qui fournissaient à peu près l'essentiel de leurs besoins élémentaires à partir des potentialités du milieu propre. Et aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Mais ces sociétés, peut-être, n'avaient pas le même niveau de développement, dommage pour elles, mais par contre, elles étaient très responsables des équilibres de leur milieu. Et quand on voit aujourd'hui sur la question des eaux usées, des déséquilibres que cela génère sur la mer Bordière, ben là, il y a une véritable question sociétale et politique à se poser. Et ça, moi je constate qu'à chaque fois qu'on ose aborder la question sous cet angle, eh bien, il y a une porte qui se ferme, le politique ne veut pas en entendre parler, c'est politiquement incorrect. Et c'est pourtant une question fondamentale qu'il faut se poser. Je ne dis pas qu'il faille stopper des courants migratoires, mais on peut les canaliser, on peut les orienter, on peut éviter des concentrations. On pourrait recevoir en Bretagne tout autant de populations si on maintenait un système d'habitat dispersé qui était le garant des équilibres de nos sociétés anciennes sur un milieu qui était peut-être mieux connu qu'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ? La dispersion de l'habitat en Bretagne était un fait culturel, mais aussi une adaptation de l'homme à des contraintes de milieu. C'est mon point de vue. Toute évidence, vous êtes de fins pédagogues l'un et l'autre. Est-ce que vous avez envisagé une carrière d'enseignant? Très bien. Un témoignage d'abord avec Pierre Moulot d'il y a 8 ans de cela. Nous avons semé face à l'île aux souris, on peut dire semé, 1 millier à peu près de petits homards. Et je peux vous assurer que depuis 3 ans, on pêche plein de homards portions autour de l'île aux souris, même plus loin. Bon, le hasard peut-être, mais enfin, le fait bien les choses. Une question, je voudrais savoir, est-ce que actuellement les pêcheurs sont tenus de ramener à terre les fonds de chalut ou pas? C'était un projet, c'est une réalité ou pas? Sur les rejets, peut-être que
Gérald pourra préciser un peu les choses. C'est un programme, normalement, ça va commencer, ça va se généraliser au mois de janvier. Voilà, c'est une question... Là-dessus, il y a une campagne qui a été menée. C'est très facile hein, de créer avec des images choquantes cette idée que finalement les rejets c'est un scandale. Les rejets c'est pas une bonne chose, hein, c'est clair. Mais et les rejets faut évidemment essayer de les limiter. Ça fait longtemps que les pêcheurs d'ailleurs travaillent sur ce sujet-là. Le problème, c'est que à partir du moment où on met en place une politique aussi rigide que celle-là, on crée des problèmes qui deviennent totalement insolubles. Et puis la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on ne pêche jamais sans perte. Est-ce que vous savez ce qu'il faut mettre quelquefois comme appât pour trouver un poisson ? Hein ? Soi-disant la palangre c'est très bien, mais la palangre il faut la pâter. Et quand vous faites quelquefois le rapport entre appât et poissons capturés, c'est pas toujours très bon. Je vous signalais que par exemple, un des problèmes aujourd'hui sur la pêche au casier, quand le casier fonctionne très bien, que vous avez beaucoup de homards, comme au large de la Nouvelle-Angleterre ou du Canada, c'est qu'on manque d'appât. On manque d'appât. Hein ? Et donc, ça veut dire que lorsque on met de la bouette dans le casier, on a de la perte, hein, aussi. Il y a de la perte en ligne. Au festival, on aura un superbe film là-dessus, d'ailleurs, qui montre un peu comment toutes les sardines, finalement, sont utilisées pour appât et puis aboutissent... mais oui, on n'a jamais de pêche, sauf si vous utilisez un appât artificiel. Mais il y a toujours quelque chose. Donc vouloir absolument supprimer tout rejet, c'est ce qu'on peut souhaiter, mais c'est pas forcément ce qui est faisable, notamment lorsqu'il s'agit de pêcheries qui, comme chez nous, sont pour la plupart des pêcheries multispécifiques. Le grand risque, c'est que si vous interdisez les rejets, eh bien vous êtes obligé d'arrêter la pêche. C'est ce qui peut se passer, par exemple, aujourd'hui, si on interdit complètement de pêcher le bar. Quand vous allez pêcher au filet ou pêcher au chalut, vous allez presque inévitablement attraper du bar. Vous faites quoi ? Vous les ramenez à terre. Alors, pour la petite histoire, je viens de voir un film sur Internet où il y avait... C'est un copain qui m'a envoyé ça, il m'a dit regarde les rejets. Le rejet, c'était une énorme otarie. Hein, donc je pose la question, est-ce qu'il fallait ramener l'otarie à terre ? Bon, mais c'est pour l'anecdote. Mais cette idée des rejets qui paraît simple est vraiment simpliste et nécessite une approche beaucoup plus pragmatique. Et je crois qu'il y a plein de projets là-dessus. Peut-être que Gérald peut en parler. Non, en ce qui concerne le problème de l'obligation de débarquement, en effet, c'est venu de la réforme de la politique commune de la pêche. Ça a été mis en place par des gens qui n'ont jamais vu un bateau ni un poisson d'ailleurs, et qui, en effet, oblige à rapporter, alors en fonction, à partir de 2017 jusqu'en 2020, progressivement, la totalité des espèces pêchées. La contrainte majeure, c'est que en débarquant ces produits sont comptabilisés dans les quotas qui sont alloués. Donc c'est vrai, on s'engage là dans un dispositif qui est archi compliqué, que personne ne sait maîtriser. Hein. Faut pas s'imaginer que des solutions existent, parce que ces produits qui reviennent, qu'est-ce qu'on en fait ? On les détruit. Et on les détruit, pourquoi faire ? Si c'est pour faire de la farine de poisson, merci, ils sont bien là où ils sont, autant les laisser dans la mer. Si c'est pour valoriser au travers des biotechnologies peut-être, mais pour l'instant personne n'est capable de faire ça. Donc c'est une voie à laquelle la profession sera confrontée, mais pour laquelle pour l'instant il n'y a pas de solution. Donc j'imagine que à terme ça posera beaucoup plus de problèmes que ça n'en résout. C'est évident.
Oui, écoutez, on entend là? Oui. Je vous pose la question parce que j'ai eu la chance, j'ai bien la chance de faire 6 mois sur un côtier à Gavre. J'ai vu tout ce qui partait à l'eau. Bon, c'était normal. Tout à fait normal, c'était comme ça, c'est toujours comme ça, je pense, mais ça va pas durer. Et je trouve que c'est mieux de laisser partir à l'eau, parce que pour la chaîne alimentaire, c'est nécessaire au fond. Et si on enlève ça, obligatoirement, il y aura un déséquilibre de la chaîne alimentaire. Il ne faudrait pas recommencer les erreurs qu'on a faites avec Pierre Moulot, il y a 45 ans de ça, des élevages de crevettes à terre, avec des fonds de chalut, et on broyait tout ça, on donnait aux crevettes. C'est bien pour un petit élevage, mais si on passe à l'échelle de la planète, c'est complètement aberrant. Et depuis, on a changé de fusil d'épaule. On dit non, c'est pas sérieux. Les élevages à terre, c'est pas sérieux du tout. Laissons à la mer le soin de faire son boulot, en la respectant, et ça marchera très très bien. Oui, si je peux me permettre de revenir sur l'intervention de Monsieur Le Bailly tout à l'heure, en effet, je voudrais simplement confirmer que le problème de la qualité des eaux côtières est une question fondamentale. C'est la base de tout, c'est le point de départ de tout, et ça concerne évidemment l'ensemble des professions maritimes, les conchyliculteurs évidemment au premier titre, et puis bien entendu toute la pêche, bien sûr la pêche côtière, mais également la pêche au large, évidemment. Ça, c'est absolument évident. Donc, d'où l'intérêt alors, dans les équilibres des populations côtières, c'est vrai, mais d'où la nécessité d'entamer un effort très important au point de vue des communes littorales, de façon à ce qu'elles assurent en fait la qualité des eaux des rejets, et notamment en surveillant toutes les stations d'épuration qui souvent ne sont pas en norme ou ne sont pas en état. Ça, c'est un point fondamental à résoudre. Cette question, on voit bien qu'on est aux limites de notre technologie, c'est là le problème. C'est que je prends les secteurs où j'habite, moi le golfe du Morbihan, des efforts considérables ont été faits en matière de SPAN, de rénovation des stations d'épuration, et ça ne change rien. Ça a coûté cher à la collectivité, et on constate toujours des mêmes dysfonctionnements et des mêmes déséquilibres. Alors la situation s'est peut-être un peu améliorée, mais on n'arrive pas à des eaux qui soient équilibrées. Et alors c'est là que se trouve posée la question du curseur que j'évoquais tout à l'heure. Et la meilleure forme de filtration qui existe, c'est encore les sols. Et malheureusement, la canalisation aujourd'hui vers les stations d'épuration qui semble être la panacée, est-elle si bonne que ça? Et ça pose bien la question de la concentration des hommes. Moi, à titre personnel, j'ai encore un système traditionnel fosse septique sur mon terrain qui fonctionne bien, et j'ai l'impression que c'est moins pire que si je me raccordais au réseau. Hein? Donc, mais on voit bien ce qu'il y a derrière aussi, parce que derrière toute cette gestion aujourd'hui des eaux usées, c'est tout un grand système économique de multinationales qui profite bien de la situation et du discours, justement. Et la vraie question, c'est donc de faire que les populations soient dispersées ou concentrées en fonction de ces capacités des sols à épurer naturellement les eaux usées. Habiter le littoral, c'est pas difficile. On peut avoir 16 000 habitants au kilomètre carré comme à Monaco, 40 000 habitants au kilomètre carré comme à Singapour, mais dans quel état est la mer à côté? C'est là le vrai problème. Mais c'est pas grave, la Fondation de Monaco soutient les ONG. Hein. Excusez-moi, je vais... C'est possible, là, je peux... Oui, ça serait plutôt pour revenir, c'est tout à fait différent de vos interventions, sur le début de l'exposé de Monsieur Le Bailly, sur, je dirais, les atouts de la pêche bretonne et les enjeux de cette pêche bretonne. Comment? Non, mais on n'a pas parlé de l'aspect indépendance alimentaire. Hein? Donc vous avez dit qu'effectivement la pêche bretonne, c'est 30% de la pêche française. C'est quelque chose de considérable. On lit dans la presse, pas plus tard que la semaine dernière, un spécial Ouest France qui ressort les trucs les plus éculés sur les ressources, l'utilisation des ressources, que la France importe 70 ou 80% du poisson qu'elle consomme. Bien sûr, si vous prenez le thon tropical, les crevettes tropicales, le saumon, c'est-à-dire des espèces qu'on ne produit pas chez nous, mais donc qui pourraient être des cacahuètes ou des avocats. Ça n'a rien à voir avec la pêche qu'on peut faire chez nous. On importe à peu près 70% de ce qu'on consomme. Si vous parlez de poissons frais, la Bretagne, elle est au centre des apports et de la consommation de poissons frais.
Si on s'intéresse aussi à ce qui nous préoccupe tous maintenant, c'est-à-dire les circuits courts, essayer de manger le plus près possible de l'endroit de la production. Vous prenez les populations bretonnes, alors je vais peut-être dire une erreur devant Monsieur Le Bailly, mais je crois qu'on parle de 3 millions d'habitants sur la Bretagne historique, peut-être. On est presque 5. Bon, à 40 kilos par an de poissons par tête d'habitant, on est à 200 000 tonnes de poissons. Donc, on s'aperçoit que la Bretagne, il faudrait que je refasse les calculs, mais je pense qu'on est la région certainement la plus proche de l'autosuffisance. C'est-à-dire que la Bretagne, elle exporte d'ailleurs beaucoup sur l'Espagne en particulier. Donc la Bretagne produit certainement, probablement plus que ce qu'elle consomme. Donc, beaucoup plus. Oui, alors, produits agricoles aussi, mais au niveau de la pêche. Donc ce qui veut dire que si on fait disparaître la pêche en Bretagne, or ça fait partie des risques réels qui existent, ça veut dire qu'il va falloir faire venir du saumon, du cabillaud, du Groenland, de Norvège, du thon du Sri Lanka, etc. Donc il va y avoir des coûts écologiques considérables pour faire venir ces produits qu'on a là devant nous. Alors que si on consomme nos 200 000 tonnes de poissons pêchés sur place, bien, je dirais qu'il y a un cycle relativement naturel qu'on est en train de réintroduire et dont on parle pour toutes les productions. Bonsoir, merci pour le micro. Une question pour Yves Le Bailly. Il a parlé d'une augmentation de population, 18 000 personnes sur le Morbihan. Quel âge a cette population qui arrive? Parce que, enfin, c'est peut-être un peu... Tiens. Ah, pardon. On a du mal à le savoir, mais on sait que quand même 80% du flux a plus de 50 ans. Donc ça veut dire que ce sont des vieux qui arrivent, j'en fais partie, je peux y aller, qui par cette métropolisation sud qu'on veut faire, va détruire des emplois primaires de pêcheurs. Ça peut induire des emplois pérennes de jeunes. Il y aura des emplois de service qui vont être créés, mais comment va évoluer si on fait une courbe de cette situation? Si on observe, enfin on l'avait déjà écrit vers 2006, là, quand on avait, avec mon collègue Ronan, fait le bouquin Littoral agressé, on constate que dès que des populations de cet ordre arrivent sur les territoires, il y a concurrence sur le foncier et l'habitat, et éviction automatiquement des populations d'origine, hein, et qui sont ces populations qui vivaient jusqu'alors sur le littoral, sinon des populations agricoles, des populations essentiellement de pêcheurs. Et on pouvait constater déjà au milieu des années 2000-2010 que ça se traduisait par des transferts de population d'une violence que vous n'imaginez pas. En un an, on avait constaté, en observant les cartes d'installation des jeunes ménages profitant d'un taux après zéro, d'un transfert de population de 20 à 30 km à l'intérieur des terres, en une année. C'est pas rien, c'est d'une violence humaine terrible. Et bien sûr, abandon de la zone littorale. Alors, ces dynamiques-là peuvent s'inverser totalement du jour au lendemain. Parce que on sort d'une économie d'aisance, de villégiature, où justement les gens avaient, dans les années 90, la logique de la résidence secondaire, qui était l'aboutissement d'une vie, et en général qui préparait la retraite. Mais on sait aussi aujourd'hui, et le comité régional du tourisme de Bretagne s'inquiète terriblement, c'est que les jeunes générations n'ont plus les mêmes pouvoirs d'achat que les générations parentales. Et une grosse question se trouve aujourd'hui au-dessus de nos têtes, comme une épée de Damoclès, c'est que va devenir ce patrimoine immobilier de résidence secondaire qui est venu perturber nos littoraux dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et là, on est à peu près assuré que, ou bien il sera occupé par des populations qui fuient d'autres territoires au sein de la France et même de l'Europe, et qui ont des pouvoirs d'achat bien supérieurs aux populations locales. Il faut juste vous rappeler que entre les régions les plus riches et les plus pauvres de l'Europe, nous avons des gradients
revenus moyens qui sont de 1 à 5, quand ce n'est pas, en certains lieux, comme je pense l'agglomération londonienne, des gradients de revenus moyens qui sont de 1 à 7 par rapport à nous. Donc c'est terrible. Et là, on risque d'assister donc à des arrivées de populations donc étrangères à fort pouvoir d'achat qui vont prendre le relais, ou à l'inverse, un abandon de ces formes d'habitat et donc des friches touristiques, comme déjà sur la Côte d'Azur, on peut en percevoir en certains endroits. Vous voyez ? Donc tout peut s'inverser. C'est le contexte économique et social qui risque de faire évoluer les choses très rapidement. Par contre, un territoire qui a été artificialisé, il est très difficile de le récupérer. Il ne redevient pas naturel. Et ça, c'est aussi une autre interrogation. Il tendra, mais il prendra d'autres formes que la situation qui prévalait avant l'artificialisation. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, cette question de la pêche, elle est intéressante et fondamentale pour la pêche elle-même, bien sûr. Et comme le disait M. Fleury, il y a intérêt tout à fait à assurer la pérennité de notre alimentation. Surtout que la pêche, c'est 60% des protéines animales aujourd'hui sur Terre qui sont fournies par cette activité-là. Donc nous avons intérêt à garder ce potentiel de production alimentaire, mais en même temps, c'est une question beaucoup plus large qui pose la question d'un choix de société. Moi, c'est sous cet angle-là que je le verrais davantage. Mais les deux se rejoignent. Nous avons intérêt à maintenir ces activités de pêche parce qu'elles sont les garantes d'un équilibre pour l'ensemble de la société, non pêcheurs y compris. Et justement, toute la difficulté est d'arriver à la faire connaître, parce que on l'a vu, les 3/4 des gens ne connaissent pas. Je ne parle pas des décideurs politiques, notamment les parlementaires européens, qui, pour beaucoup d'entre eux, n'ont jamais vu un bateau de leur vie, et qui, néanmoins, ne les empêchaient pas de statuer sur l'avenir des professions maritimes. Bon. Mais cette absence de connaissance, alors évidemment, elle est très difficile à faire remonter, parce que c'est une meilleure connaissance, je veux dire, est très difficile à faire remonter, parce qu'apparemment, le discours n'est pas entendu ou n'est pas écouté. Et c'est d'autant plus important qu'on s'est engagé dans le cadre justement de la politique maritime intégrée qui, depuis les Grenelle et depuis les dispositions prises par Bruxelles, oblige la France à, dans le cadre d'une directive cadre sur la stratégie maritime, à établir des stratégies maritimes pour le national, déclinisées en stratégie maritime régionale avec des directives et des documents par façade, des programmes, etc. Donc il y a tout un contexte qui est en train de se monter pour le moment, et pour lesquels la partie de la producteur primaire, comme on le disait tout à l'heure, est pratiquement la variable d'ajustement, pratiquement pas connue. Et on a énormément de mal. Alors on a la chance quand même en Bretagne, phénomène unique, d'avoir une conférence de la mer et du littoral. Cette conférence de la mer et du littoral, elle réunit en fait sous l'autorité à la fois du préfet maritime et du préfet de région l'ensemble des acteurs. Et c'est l'ensemble de ces acteurs, ce corps d'acteurs, a vocation à donner un avis, c'est qu'un avis évidemment, mais il est quand même écouté aux autorités pour pouvoir bâtir cette fameuse stratégie maritime régionale. On a la chance d'avoir ça, et heureusement, l'assistance à cette réunion consultative est relativement abondante, relativement performante et studieuse. Donc les gens produisent, et on peut faire valoir à ce moment-là les intérêts historiques, traditionnels et normaux de l'activité de la maritime, que ce soit la pêche ou l'ostréiculture. Mais c'est un combat de tous les jours. Tout à fait. Tout à l'heure, sur l'entête de mon PowerPoint, j'avais mis justement cette phrase du secrétariat général de la mer. C'était sur un des documents lorsqu'a été lancé en 2002 le projet de gestion intégrée des zones côtières, et le document, le texte de 2004, émanant de la Commission nationale d'aménagement du territoire, s'intitulait « Pour un nouveau contrat social ». C'est pas rien cette phrase-là. Ça renvoie à Rousseau, ça renvoie à un projet de société. Et la question, elle est là. C'est un projet de société que nous avons à définir autour de cette question mère.
Aujourd'hui, je pratique un peu moins d'angélisme que vous, Monsieur Snow, parce que j'ai l'impression que la crise a stoppé toute cette réflexion. Oui, je pense qu'on va terminer là, sur ces perspectives. On pourrait encore longtemps en discuter. Je voulais juste vous signaler que le livre dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Bourlingueur, qui raconte en fait l'histoire d'un pêcheur, mais à travers lui aussi l'histoire de la construction collective des outils qui font encore qu'aujourd'hui la pêche lorientaise artisanale est relativement vivante. Hein, c'est intéressant de remonter à ça, parce que on disait les gens ne connaissent pas et les gens n'imaginent pas effectivement tous les efforts, le travail incroyable. Il faut voir les conditions dans lesquelles ces gens-là construisaient ces outils. C'est des gens qui passaient leur semaine en mer, prenaient le train, faisaient 7 heures de train pour aller discuter à Paris, dans leur week-end, revenir, etc. C'était vraiment un travail colossal qu'on a du mal à imaginer. Et voilà, ce livre-là, donc, il est en vente à 2 €, donc n'hésitez pas. Il y a des stocks, mais ce serait dommage vraiment de le mettre au pilon, quoi. Hein. Voilà. Merci. Et puis évidemment, il y a l'autre livre pour lequel vous êtes venu ce soir. Moi, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve l'année prochaine avec des sujets sur la pêche, mais pas que. Il y a plein de choses qui ont été abordées ce soir qui seront traitées dans l'année. Je pense au Brexit. On accueille Madame Isabelle Thomas, députée européenne, et Monsieur Fouaison de l'Organisation de producteurs pêcheurs de Bretagne au mois de février. Donc pour parler des conséquences du Brexit sur les pêches. On accueille des gens de l'Ifremer et de la GLIA sur les projets Surtine, sur la survie de la langoustine face, toute la problématique du zéro rejet. Et puis aussi sur un géographe de l'Université de Nantes, le partage des mers. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses dont on a parlé ce soir, dont on pourra encore parler ensemble. Bonne soirée.